Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons dans la plaine des Vosges cette semaine, dans la communauté de communes Terre d'Eau, découvrir le village de Mandres-sur-Ver, situé sur la route reliant Bugnéville et Châtenois. Rencontre avec Julien Rey au sein de l'EHPAD Les Noisetiers, qui accueille un peu moins de 60 résidents. En fin d'émission, nous parlerons cueillettes et plantes aromatiques avec Colette Duchéron. Mais pour débuter, nous sommes avec vous. Daniel Thiriat, vous êtes maire de cette commune, alors maire depuis l'automne 1977. Comment vous expliquez cette longévité ? Je n'ai pas d'explication particulière, ça s'est fait tout naturellement. C'est vrai que je suis aussi passionné par la gestion de ma commune et surtout par l'aider à se moderniser, à s'équiper au profit des habitants du village. Et on va justement parler d'équipement tout à l'heure parce qu'on est dans la salamandre, on y reviendra très vite. Mais à côté de ça, vous êtes également donc premier vice-président de la communauté de communes Terre d'Eau, vice-président de l'association des maires des Vosges. C'est un investissement en tant qu'élu qui vous plaît, on le voit bien, et j'imagine qui est très enrichissant mais très prenant. Oui, les deux à la fois. Au départ, ça m'a enrichi et au fur et à mesure, ça m'a passionné. Et puis ces fonctions-là, elles sont un peu complémentaires. Et elles s'alimentent l'une et l'autre et apportent un plus dans l'intérêt de mon village. Alors Mandres-sur-Ver justement, un village que vous décririez comment ? C'est un village calme, il y a des atouts, on se sent bien ici à Mandres-sur-Ver ? Oui, on est en pleine ruralité avec 450 habitants, mais on a à la fois la chance d'être proche des villes thermales de Contrexéville et Vittel, mais c'est aussi un inconvénient parce que notre jeunesse est attirée par tous les équipements et tout ce qui est mis à disposition par ces deux communes thermales. Quels sont les points forts ? Donc on parle de la ruralité, on parle de la nature, on parle du calme, j'imagine. Et on voit que c'est un village fleuri et un village propre. C'est lié peut-être aussi à l'employé communal, c'est ça ? Alors ça a débuté tout de suite au début de ma prise de fonction. On s'est tout de suite inscrit au concours des villages propres et fleuris. Tous les ans, on fait un investissement pour fleurir et arborer notre commune. Et puis, elle a grandi puisqu'elle est passée de 187 habitants à 450. Donc, ça a donné les moyens d'avoir, au départ, un employé intercommunal avec les communes rurales voisines, et puis aujourd'hui, un employé plein temps, salarié de la commune de Mandres. Alors, vous nous parlez d'une évolution de la population, c'est un véritable atout, parce qu'en général, c'est plutôt l'inverse, on perd des habitants. Là, on voit sur les 40 dernières années, à peu près, c'est ça ? De 187 à 450 ? Oui, alors au départ, c'était quasiment impossible, parce que la commune ne possédait pas de terrain. Au fur et à mesure, on a pu faire l'acquisition de terrain qu'on a rendu constructible. Et depuis 1980, on accueille de nouveaux habitants. Ça a attiré aussi une population plus jeune. Dans les années 80, il y avait des enfants dans les familles. En 2020, on a encore la chance d'avoir des constructions, mais malheureusement, moins d'enfants. Alors moins d'enfants, ce qui a entraîné une fermeture de classe l'année dernière, enfin sur cette dernière rentrée, mais toujours une école quand même ici. Oui, nous étions en regroupement pédagogique intercommunal avec 3 autres communes. Chaque commune avait son école, mais malheureusement, il a fallu fermer une école. Nous sommes montés il y a 10 ans à 107 enfants et nous sommes maintenant à entre 55 et 60. Donc c'est une baisse importante. Ces enfants, j'imagine qu'ils fréquentent ce lieu où nous sommes aujourd'hui, donc c'est la partie bibliothèque de la salamandre, un équipement qui a été inauguré il y a quelques mois. Quelle était la vocation de ce lieu ? L'objectif, c'est d'avoir une salle où la population peut se regrouper pour suivre des activités de loisirs avec la collaboration du foyer rural. Ce bâtiment, il sert aujourd'hui de bibliothèque municipale, pas seulement pour la commune, mais pour toutes les communes et toute la population qui souhaite fréquenter cette salle. L'idée, c'est que ça devienne vraiment un lieu de vie important dans le village. Oui, qui apporte aussi la culture à proximité de la population. Est-ce qu'avec tout ça, on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Mandres-sur-Ver ?
globalement, ça va. Il n'y a pas de problème particulier. On va terminer peut-être sur les projets, 2 projets notamment ici dans ce village. L'aménagement du centre-bourg déjà. Donc le centre-bourg que l'on situe autour de bâtiments mairie-école, on voudrait donner de l'espace au service administratif puisque malheureusement on a un bureau unique. Et enfin, le sentier pédagogique. C'est faire découvrir et connaître la faune et la flore locale. On a déjà tracé, imaginé le sentier. Il part de ce bâtiment, la salamandre, il va dans la forêt, il aura une approche aérienne par la création d'un mirador sur les installations d'ABCDE. Et il y a un retour vers des mares qui viennent d'être créées avec la participation d'Agriver pour montrer justement la diversité de la flore. Et c'est un projet qui devrait être terminé quand ? Je pense qu'à partir de fin 2026, début 2027, on devrait, si ce n'est pas réalisé à 100%, il y en aura une grande partie de faite. Fin 2026, début 2027. Merci beaucoup Daniel pour votre accueil ici à la Salamandre. Nous partons maintenant rencontrer Julien Riet à l'EHPAD. Au Noisetier, on compte 60 résidents qui bénéficient d'un accompagnement adapté en fonction de leur pathologie. L'établissement dispose notamment d'une unité de vie protégée, mais également un pôle d'activité et de soins adaptés. Julien Riet, merci de nous accueillir à l'établissement les Noisetiers. Vous êtes le directeur de l'établissement. Nous sommes dans une des pièces de vie. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui descend. On est très tôt le matin. Les résidents descendent petit à petit ici, dans cette pièce. Effectivement, la descente dans le grand salon se fait de façon progressive. Le temps du matin est plutôt dédié à un temps de soins. Et progressivement, les résidents vont descendre au sein du grand salon avec un temps fort. Donc, ce sera la lecture du journal aux alentours de 11h15. Alors, c'est des moments de vie, on va y revenir petit à petit, mais peut-être cet établissement, finalement, le projet d'établissement, ça repose sur 3 axes qui sont essentiels ici. Rappelez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Exactement. L'établissement s'articule autour de 3 axes qui sont centraux. Le premier va être l'axe 1, donc c'est-à-dire l'EHPAD au service du territoire. Comment permettre aux personnes âgées, pouvant être isolées dans leur domicile, de continuer à avoir une vie sociale, et ça va être notre devoir. L'axe 2 va vraiment être sur un virage domicilier avec la philosophie d'approche qui s'appelle Mon EHPAD, mon domicile, c'est-à-dire partir du postulat que nous ne sommes pas un hôpital, pas forcément un hôtel, mais vraiment un lieu de vie. Et ça, c'est central chez nous. Et l'axe 3, donc, ça va être la démarche d'amélioration continue, donc la politique qualité. Alors, on va revenir peut-être sur ce côté lieu de vie, lieu important sur le territoire. On sait que ce lieu de vie, notamment cette pièce ici, c'est les résidents qui se retrouvent. C'est important de conserver ce lien, d'entretenir ce lien et qu'il ne soit pas isolé justement. Exactement, la vie sociale est centrale et c'est quelque chose qui est prôné par le groupe SOS Senior et qu'on s'efforce de développer au quotidien, donc avec une richesse d'animation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de l'EHPAD, on a en moyenne 3 activités par jour qui sont proposées, donc 3 temps forts où les résidents peuvent se retrouver ensemble et partager des moments qui sont agrémentés par une animatrice qui est ici à plein temps, mais également un réseau de bénévoles qui vient apporter sa pierre à l'édifice. Donc les résidents peuvent avoir aussi bien des moments de partage et de cohésion, mais aussi des moments un petit peu plus isolés, où ils peuvent se retrouver un petit peu seuls, comme s'ils étaient chez eux à leur domicile. Vous parlez d'une ouverture sur le territoire, c'est-à-dire comment ça se passe? Il y a une ouverture sur l'extérieur, il y a des échanges, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait, un EHPAD dans une zone rurale a un enjeu. Nous, par exemple, on est amené à accueillir des personnes âgées ou non, un peu moins, au sein de l'établissement, en nos murs. Typiquement, on peut mettre à disposition notre salon de coiffure pour qu'une coiffeuse en libéral puisse venir pratiquer avec des personnes du village. Et c'est là où l'EHPAD prend tout son sens au sein d'un territoire. Alors, il y a aussi les enfants du RPI qui viennent ici déjeuner aussi midi, alors dans une salle isolée. Exactement, on a la chance d'accueillir le regroupement scolaire de Vitel qui va venir déjeuner les midis à l'EHPAD. Alors tout est pensé ici pour que les résidents se sentent bien, c'est bien l'idée, en tout cas on le sent bien. Ça passe aussi par la cuisine, c'est des moments qui rappellent peut-être aussi aux personnes quand elles étaient chez elles, quand elles cuisinaient énormément. On privilégie ici les repas faits maison, les produits locaux quand c'est possible. Exactement, on va s'efforcer d'avoir recours à des produits faits maison et de la meilleure des qualités possibles, notamment nous sommes soumis à la loi Egalim. Également avec le chef Jérôme Petelot, nous avons mis en place la table des envies où les résidents vont avoir la possibilité d'inscrire un repas qui leur ferait plaisir et le chef s'engage dans un délai raisonnable à leur servir ce plat-là. L'idée, voilà, c'est vraiment qu'on se sente bien et finalement, on le sent, c'est l'axe 1, 2 ou 3, je ne sais plus, mais c'est ça l'axe 2. L'idée, comme à la maison, si on ouvre le frigo, on choisit le plat qu'on va prendre et c'est ce qu'on essaye de reporter au sein de l'EHPAD et ça marche plutôt bien puisque les résidents se prennent au jeu et ça vient de challenger nos équipes de cuisine.
Et on va revenir sur une chose dont on n'a pas parlé, c'est que cet établissement, il est réparti, je le disais tout à l'heure en introduction, il y a une unité de vie protégée. On s'adapte aux pathologies des personnes aussi, c'est ça? Comment ça fonctionne? L'EHPAD Les Noisetiers est compartimenté en 3 services principaux. Le premier va être celui de l'EHPAD, donc on va accueillir un public âgé dépendant. Le deuxième va être l'unité de vie protégée, donc là c'est une unité fermée qui a pour but d'accueillir des résidents avec des pathologies neurodégénératives, donc qui pourraient avoir potentiellement, principalement, un risque de fugue. Et le troisième, donc ça va être le PASA, donc le pôle d'activité de soins adaptés, qui va permettre d'accueillir un petit groupe de résidents avec un soignant et de refaire des activités, notamment pour du travail cognitif autour des ateliers mémoire ou aussi pratiquer des choses qu'ils pouvaient faire à la maison, comme par exemple cuisiner un repas. Alors vraiment, chaque résident a sa place et les propositions adaptées en tout cas à ces pathologies. Exactement, c'est l'intérêt. Écoutez, merci en tout cas de nous avoir fait partager un petit peu du quotidien de cette EHPAD. Merci beaucoup. Nous partons maintenant à la rencontre de Colette. Cela fait 2 ans que Colette Duchéron a créé son activité, l'herbier de Colette. Elle cultive près de 60 plantes aromatiques et les transforme en tisane, pesto ou autres préparations. Colette, merci de nous accueillir. Alors, qu'est-ce qu'on fait en hiver dans son champ, dans son jardin? En hiver, on n'y fait plus grand-chose. On va juste pailler les planches de culture pour laisser les plantes se reposer et attendre le printemps pour à nouveau s'en occuper. L'herbier de Colette, c'est votre activité principale. Oui. Une activité que vous avez créée il y a 2 ans en arrivant dans les Vosges. Oui. Un changement de vie que vous expliquez comment? Parce qu'en fait, j'ai eu un nouveau projet professionnel en 2020, après une trentaine d'activités salariées dans un emploi administratif, j'ai voulu trouver une activité qui avait plus de sens à mes yeux, plus en accord avec mes valeurs et mes convictions écologiques. Donc vous avez choisi les plantes. Pourquoi les plantes? Principalement, il y avait plein d'autres possibilités. Alors oui, les plantes, j'ai depuis longtemps une passion pour les plantes. Je m'étais formée dans un cadre associatif à la connaissance des plantes sauvages comestibles il y a déjà longtemps. Donc ça, c'est un petit peu mon dada. Je me suis rendu compte que par ici, il n'y avait pas de producteurs de plantes. Dans le magasin bio tout près, les plantes venaient de plus de 60 km par exemple. Je me suis dit, voilà, là, la voie est ouverte. Tu vas pouvoir proposer tes plantes. Alors à l'herbier de Colette, il y a une partie culture et une partie cueillette sauvage. Pourquoi vous avez choisi de faire les deux? C'est pour avoir une plus grande variété de plantes à disposition. Je les transforme notamment en tisane et je m'attache aux propriétés des plantes, bien sûr, pour fabriquer mes mélanges. Autant profiter de tout ce que la nature nous offre. Elle est très généreuse, donc je cueille beaucoup en sauvage. À peu près une trentaine de variétés différentes, on va dire. Ça commence par l'ail des ours au printemps et puis après tout s'enchaîne jusqu'au mois de juin. Et ensuite, c'est les récoltes de parcelles qui prennent le relais. Et là, je vais pouvoir cueillir mes cultures tout l'été. Et donc là, une soixantaine de plantes? Oui, c'est ça. Alors, tout est bio ici. Est-ce que comment on fait face au changement climatique? On s'adapte? Comment on fait? Il y a eu beaucoup de pluie cet été notamment. Quel est l'impact sur les plantes et sur votre activité du coup? Alors cultiver en bio, c'est quelque chose qui était évident pour moi au départ, puisque déjà en tant que consommatrice, je choisissais une alimentation bio depuis bien longtemps. Donc je ne me voyais pas utiliser des produits chimiques dans mes cultures. On s'adapte dans la mesure où on est très attentif aux évolutions qu'on observe. Les années sont très différentes. Cette année pluvieuse, oui, j'ai eu à batailler avec les limaces, par exemple, qui m'ont mangé beaucoup de plants au printemps. Disons que la solution, c'est de faire beaucoup plus de plants de semis que d'habitude. Quand c'est une année sèche, eh bien, on s'efforce de récolter. On a installé des récupérateurs d'eau de pluie, par exemple, ce qui nous permet d'être à peu près autonome au niveau de la gestion de l'eau. Le fait de pailler mes planches de culture, ça permet aussi de conserver l'humidité et les plantes s'en sortent. Vous nous avez parlé notamment de tisane, c'est ce que vous faites le plus aujourd'hui? Alors ça va être le produit phare, celui qui est le plus demandé par la clientèle. Je propose également des aromates en mélange pour agrémenter tous les plats qu'on cuisine. J'ai aussi des fleurs comestibles. J'utilise les plantes en infusion dans du vinaigre, donc des vinaigres infusés aux plantes, pour faire des sauces et des sels aux plantes.
beaucoup de choses. On sait que les plantes ont beaucoup de bienfaits. Oui. En ce moment, qu'est-ce que vous conseillerez peut-être à quelqu'un qui a envie de... Alors, on sait que c'est l'hiver, c'est plus difficile. Oui, tout à fait. Alors, il y a des plantes qui vont booster l'immunité. Donc, on peut se préparer à l'hiver en consommant des tisanes qui vont contenir, par exemple, du thym, du laurier, des fleurs de sureau, des fleurs d'échinacée, voilà, qui sont très bonnes pour renforcer l'immunité. Où est-ce que vous vendez vos produits? Vous faites des marchés? Vous les vendez directement ici? Comment ça se passe? Alors, je vends principalement donc en vente directe et circuit court, donc sur les marchés. Je fais régulièrement certains marchés comme à Neufchâteau et Matincourt, donc toute l'année, une fois par mois. D'autres marchés arrivent avec la belle saison, donc de mai à septembre, il y a beaucoup plus de marchés dans les environs. Et puis, on trouve mes produits dans certains magasins aux alentours. Et on va dire peut-être un mot parce que vous êtes également coprésidente du GAB, le groupement des agriculteurs biologiques. On parlait bio justement tout à l'heure, on parlait de circuit court. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, on fait plus attention au circuit court ou au bio? Alors, il faut reconnaître que les consommateurs sont très attentifs à consommer local. Ça va être un petit peu leur leitmotiv. Nous, au groupement des agricultrices et agriculteurs bio des Vosges, on défend le bio local, voilà, puisque c'est primordial pour la santé de manger sainement. Merci beaucoup Colette pour votre accueil. Et avant de se quitter, c'est l'heure de la question de notre calendrier de l'Avent. Quel est le nom de la salle multi-activité de la commune de Mandres-sur-Vert? Quel est le nom de la salle multi-activité de la commune de Mandres-sur-Vert? Pour répondre sur Facebook par message privé, à gagner une entrée pour un spa wellness café et également un bon d'achat pour l'écrin d'Olima à Épinal. Je vous souhaite bonne chance et je vous souhaite également une bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.